Au sommaire de cette édition, la justice zimbabwéenne a rejeté ce lundi la demande de libération conditionnelle d'un leader de la Gronde anti-Mugabe, arrêté vendredi dernier. Au Soudan du Sud, 60 soldats ont été jugés par une cour martiale, notamment pour meurtre, pillage, usage d'armes à feu et vagabondage, commis lors des combats de juillet dernier. Enfin, en Libye, après avoir perdu 38 hommes ce dimanche, les forces du gouvernement d'union veulent éviter au maximum les pertes humaines dans les combats qui ont lieu à Sirte. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La justice zimbabwéenne a rejeté lundi la demande de libération conditionnelle de l'un des leaders du mouvement contre le président Robert Mugabe, soit quelques jours avant de nouvelles manifestations dans la capitale. Promise Mukwananzi, 31 ans, à la tête du mouvement Tadjamuta, entendez, nous sommes agités, fait partie des quelques 110 personnes, dont des opposants et des commerçants arrêtés vendredi dernier pendant ou en marge d'une manifestation dans la capitale zimbabwéenne pour demander une réforme électorale. Le juge a refusé de libérer sous caution promise en raison de graves accusations qui pèsent sur sa personne. La justice doit décider ce mardi même si elle libère ou non les autres personnes arrêtées vendredi dernier. Au Gabon, les observateurs de l'Union européenne à la présidentielle ont sévèrement critiqué lundi le manque de transparence dans le processus électoral à la veille donc de l'annonce officielle des résultats qui auront lieu aujourd'hui. L'opposant Jean Ping appelle, lui, le peuple à défendre par tous les moyens sa victoire autoproclamée. Du processus, l'Union européenne en garde un goût d'inachevé. Les organes de gestion des élections ont omis de mettre des informations essentielles telles que nous avons constaté que la liste électorale, la liste des centres de bureaux de vote n'a été transmise à aucun candidat ou encore autre partie prenante. Du côté des deux principaux candidats, c'est la guerre des nerfs. Après s'être dit élu dimanche, Jean Ping a affirmé que le peuple défendra par tous les moyens sa victoire. Que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime. Mais pour Alain-Claude Billy Bainze, porte-parole du président sortant, Bongo est en tête avec une avance qui ne peut plus être inversée. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui dénoncé une tentative de manipulation du processus démocratique, rappelant que seuls valaient les résultats qui doivent être officiellement annoncés par la CENAP. Ces déclarations, fustigent-ils, contribuent à alimenter un climat de crainte dans la population, même si la capitale a retrouvé lundi une activité à peu près normale après 2 journées de quasi-ville morte. Le début du dialogue national est fixé au jeudi 1er septembre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite lors de la clôture des travaux du comité préparatoire de ce forum politique qui a pour objectif de baliser le chemin des élections apaisées et crédibles en République démocratique donc du Congo. À la fin de ces travaux, les délégués des différentes composantes et le facilitateur ont signé le document de la feuille de route du dialogue. Durant 3 jours, les différents représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile, ajoutés les ambassadeurs et autres invités de marque, ont pris part aux travaux de comité préparatoire pour baliser la voie au dialogue inclusif conduit par le facilitateur Edem Kodjo. À la fin des travaux, les délégués ont signé une feuille de route du dialogue. Ces documents comportent les principes conducteurs du dialogue, les éléments de son agenda et ses étapes.
Dans cette feuille de route figure également le cadre du dialogue, les droits et devoirs des participants, les règles de base du dialogue, ainsi que son chronogramme qui est de 15 jours. Parmi les principes conducteurs du dialogue, il y a le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'engagement à adopter le consensus comme mode de prise de décision. À l'ordre du jour, le dialogue aura à traiter essentiellement les questions liées à l'épineuse problématique de la crise électorale et politique. Le facilitateur Eden Kodjo, dans son discours de clôture, a invité également les parties prenantes au dialogue ainsi que le groupe de soutien et la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de convaincre l'autre frange de l'opposition à rejoindre le dialogue national. Le groupe de contact des ambassadeurs accrédités ici, la communauté internationale, les partis politiques eux-mêmes, en direction de nos frères et sœurs qui jusqu'à présent n'ont pas encore rejoint le bercail et la maison commune. Le dialogue aura environ 200 participants et le facilitateur désigné par l'Union africaine en République démocratique du Congo, Eden Kodjo, sera accompagné par 3 modérateurs. Nous restons en République démocratique du Congo où la police a dispersé lundi à coups de gaz lacrymogène des participants à une réunion publique organisée à Lubumbashi par l'opposition contre justement la convocation du dialogue national qui va démarrer donc le 1er septembre prochain. La police a tiré des gaz lacrymogènes à Lubumbashi sur des centaines de jeunes qui s'étaient rassemblés devant le siège du parti Envol, membre du Rassemblement, une coalition de forces d'opposition autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Les manifestants ont réagi en jetant des pierres sur les policiers et ont barricadé des artères. Selon un porte-parole du Rassemblement, le maire de Lubumbashi avait d'abord autorisé la manifestation sous condition qu'elle se tienne loin du centre des affaires. Mais dans la matinée de ce lundi, les autorités ont imposé que le meeting se tienne dans un endroit clôturé. La parcelle indiquée ne pouvait contenir plus de 1000 personnes, la réunion a débordé et la police a chargé. L'opposition dénonce aussi le fait que des véhicules de police avaient auparavant sillonné les rues de Lubumbashi, invitant la population à ne pas se rendre à une manifestation supposée interdite par les autorités. Cette réunion publique allait contre le dialogue national convoqué fin novembre 2015 par le président Joseph Kabila, un dialogue censé conduire à la tenue d'élections apaisées. Le rassemblement de l'opposition a réitéré son refus de participer aux travaux de ce dialogue, faute d'éléments nouveaux. Une partie de l'opposition avait cependant pris part au lancement des travaux préparatoires du dit dialogue mardi dernier. Direction maintenant le Soudan du Sud. 60 soldats ont été jugés par une cour martiale pour des crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis au cours des combats meurtriers de juillet dernier entre des partisans du président Salva Kiir et de l'ancien vice-président Riek Machar à Djouba. 2 officiers ont été reconnus coupables de meurtre. L'armée attend l'approbation du président de la République avant de dévoiler le nombre exact de militaires condamnés ainsi que leurs sanctions. Ces soldats ont notamment été jugés pour meurtre, pillage, usage d'armes à feu et vandalisme. Au Congo-Brazzaville, Wilfried Guiseza Nguesso, membre de l'église Jésus-Christ, source d'eau-vie, basée à Pointe-Noire, a été ordonné pasteur le week-end dernier au cours d'un culte solennel. Président du club 2002, Parti pour l'unité et la République, un parti membre de la majorité présidentielle dont l'idéologie est la démocratie chrétienne. Son ordination a été faite par un comité composé des pasteurs venus d'horizons divers, lequel comité est présidé par Joseph Kabouya Massonka, principal pasteur de la communauté évangélique de Pentecôte de Montréal. Il faut dire que ce culte d'ordination s'est déroulé en présence d'Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso.
Et puis, cérémonie de passation entre le nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chahed et son prédécesseur Habib Essid. La prise de fonction a eu lieu lundi à Carthage, près de la capitale Tunis. Plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie, Youssef Chahed a officiellement pris ses fonctions ce lundi et va devoir immédiatement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays au bord de l'asphyxie économique 5 ans après sa révolution. 7e Premier ministre tunisien en moins de 6 ans, il se retrouve à la tête d'un cabinet de 26 ministres et 14 secrétaires d'État. La pire chose pour ce pays et pour ce gouvernement, c'est de changer de gouvernement tous les 12 ou 18 mois. Ce gouvernement doit rester en place jusqu'en 2020. La réussite de notre pays y est liée. Sa mission sera difficile, mais nous devons réussir. Et pour réussir, nous devons donner du temps à ce gouvernement pour qu'il travaille. Ce qui est important aujourd'hui, à côté de cette confiance du Parlement, c'est de nouer une vraie confiance en fait et de relancer la confiance du Tunisien. Avec la confiance du Tunisien, on est capable de transformer de beaucoup de choses. Féminisé et rajeuni, le gouvernement Chahed a confortablement obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple vendredi dernier avec 168 voix sur 217 et son discours offensif devant les députés a reçu un écho favorable. Toujours en Tunisie, 3 soldats ont été tués lundi matin. C'était lors d'une explosion provoquée par des éléments terroristes au mont Samama, dans le centre-ouest du pays. Le mont Samama est considéré comme un des principaux maquis djihadistes en Tunisie. Les terroristes ont fait usage d'une importante quantité d'explosifs pour attaquer une patrouille militaire qui assurait la sécurité d'ouvriers de chantier. L'explosion a tué 3 soldats et blessé 7 personnes. Les ouvriers qui travaillaient sur les lieux ont été évacués sains et saufs. Cet incident coïncide avec le jour de l'entrée en fonction du gouvernement d'union qui fait de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités. Fin juillet, un militaire avait déjà été tué dans l'explosion d'une mine dans le centre-ouest de la Tunisie. Quelques jours plus tard, 2 djihadistes présumés avaient été abattus au cours d'opérations de ratissage dans le nord-ouest tunisien. Il faut dire que la Tunisie est confrontée depuis sa révolution de 2011 à une progression d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de policiers, de militaires et civils, ainsi que 59 touristes étrangers en 2015. Direction la Libye pour refermer cette édition. Les forces pro-gouvernementales veulent éviter au maximum les pertes en vies humaines dans les combats qui ont lieu à Sirte. Et ce, après avoir perdu 38 hommes dimanche dernier, tandis que 185 autres étaient blessés selon un bilan fourni par un hôpital de la place. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale assiégeaient ce lundi les derniers djihadistes du groupe État islamique à Sirte, leur ex-bastion en Libye qu'ils défendent avec acharnement. Et selon les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur de moins de 2 km², dont la ville qu'ils avaient conquise en juin 2015. 1 millier de soldats les encerclent après avoir lancé ce dimanche l'ultime bataille pour reconquérir totalement Sirte, située sur la côte méditerranéenne, à environ 450 km à l'est de Tripoli. Dimanche était un jour sanglant. Nous avons reçu des dizaines de blessés, plus de 185. Ils souffraient de blessures de différents degrés et 20 personnes sont dans un état critique. Nous avons effectué des dizaines d'opérations et certaines ont duré jusqu'à aujourd'hui. Des interventions chirurgicales sont encore en cours à l'heure actuelle. Sirte sera libérée, si Dieu le veut. J'ai été blessé pendant que je lançais une roquette sur un sniper. Depuis le début de l'offensive sur Sirte le 12 mai, plus de 400 combattants loyalistes ont été tués et environ 2500 blessés. Mais le bilan humain des combats au sein de l'État islamique n'est pas connu. Les forces loyalistes combattant à Sirte sont principalement composées des différentes milices de l'ouest du pays, notamment de Misrata, ayant combattu dans le passé le régime Kadhafi. Et ce sera tout pour cette édition. Très